Nous attendons maintenant avec beaucoup d'impatience M. Boris Cyrulnik. Merci, ravi d'être avec vous pour parler d'un problème très simple. Qu'est-ce que la Shoah a transmis à travers les générations? On est tous d'accord pour dire que c'est un problème très clair, très simple, que je vais essayer de résumer pendant 5 ou 6 heures. Alors, le problème, pourquoi est-ce que on m'a demandé de parler de la santé des enfants de survivants? Le choix du mot possède une signification implicite, c'est que si on est survivant, c'est qu'on a côtoyé la mort. Et pourquoi a-t-on côtoyé la mort quand on est enfant? Pourquoi dans cette salle y a-t-il autant d'enfants cachés ou d'enfants cachés? Pourquoi faut-il cacher un enfant? Parce cet enfant-là a été condamné à mort. Donc en fait, ce qui provoque le trouble, le problème, c'est la condamnation à mort d'un enfant. Qu'est-ce qui peut justifier la condamnation à mort d'un enfant? Quand j'ai été arrêté dans la rafle du 10 janvier 1944 à la synagogue de Bordeaux, la dame chez qui me cachait a dit à l'officier de la Gestapo qui venait m'arrêter, si vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu'il est juif. Donc j'ai commencé ma vie avec cette phrase. Donc j'ai entendu d'un seul coup que j'étais juif et je ne savais pas ce que ça voulait dire puisque tous les hommes de ma famille étaient engagés dans l'armée française, dans la Légion étrangère ou dans l'armée française. Tous les jeunes étaient déjà garçons et filles dans les FTP Moy de Lyon, de Barbie, pas le FTP Moy qui est rentré au Panthéon. Mais donc j'apprenais donc que j'étais juif, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais qu'il fallait... Et l'officier de la Gestapo a répondu, si on ne l'arrête pas, si on le laisse grandir, ça va devenir un ennemi d'Hitler. Ce qui n'était pas si mal vu que ça. Donc, on m'a laissé vivre pour un crime que je n'avais pas encore eu le temps de commettre, puisque j'avais 6 ans et demi. Donc on me disait que j'étais juif, je ne savais pas ce que ça voulait dire, parce que tous les juifs avaient déjà disparu autour de moi. J'allais commettre un crime, je ne sais pas lequel. Alors effectivement, dans mon esprit d'enfant de 6 ans et demi, je me rappelle qu'une fois, je ne m'étais pas lavé les mains avant de passer à table, donc ça méritait la mise à mort. Et puis surtout, on me disait qu'il suffisait de se taire pour avoir le droit de vivre. Tout ce que j'ai entendu ce matin sur l'effet protecteur du silence. Alors oui, le silence a un effet protecteur, mais il n'y a rien qui communique plus intensément que le silence. C'est-à-dire que quand on parle, quand on bavarde de la vie quotidienne, les enfants, tiens, papa travaille à tel endroit, maman, ils entendent bribe par bribe, les parents finissent par leur représenter leur fonction d'adultes et de parents. Quand un enfant dit, mais c'est curieux, papa qui parle toujours de son métier ou du football, il se tait sur son pays d'origine. Qu'est-ce que ce silence révèle? Qu'est-ce que ce silence veut dire? C'est sûrement qu'il y a eu un crime, c'est sûrement qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Mon père serait-il un délinquant? C'est-à-dire que quand on fait silence, on active les fantasmes. Quand on parle, on apaise, on explique, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on raconte. Je terminerai mon exposé par le narratif, la narration. On raconte, mais là, quand on arrive au monde, d'abord, aucun de nos enfants ne parle le jour de sa naissance. Vous l'avez remarqué. S'il y en a un qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui, à peine né, s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel,
il faut attendre la 20e, 30e mois pour que les enfants tentent l'aventure de la parole. C'est-à-dire que avant l'explosion du langage humain, alors c'est pas schématiquement, quelle que soit la culture, quel que soit le niveau socio-intellectuel des parents, l'explosion du langage, c'est 20e, 30e mois. Mais ensuite, le contenu du langage est très différent. Et si un bébé apprend à parler dans un milieu où on parle beaucoup entre adultes et où on s'adresse au bébé 3-4 mois, on voit que le simple fait de s'adresser au bébé sculpte son lobe temporal gauche. Je suis dans un milieu juif, donc il y a une proportion anormalement élevée de médecins. Donc, s'adresser à un bébé, c'est transformer la zone des sons en ce qui va devenir la zone des mots. J'ai bien dit zone des mots, je n'ai pas dit zone des récits. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, et pourtant, il y a un langage préverbal intense. Et alors là, je vais prendre, ce matin, j'ai vu que la résilience était souvent citée. Or, il se trouve que les prix Nobel actuels qui viennent d'être accordés en 2009 et cette année, ces prix Nobel sur l'épigenèse qui a été cité ce matin montrent que, en effet, avant la parole, le corps à corps est déjà sémantisé. C'est-à-dire qu'avant de parler, on a déjà des sémantisations des gestes, des mimiques, de s'approcher, de faire un câlin, de se centrer sur soi, se replier sur soi. C'est-à-dire que ce sont des signes. Ce sont des signes, des signaux d'abord, et ensuite ce sont des signes qui veulent dire quelque chose. C'est sémantisé avant l'apparition de la parole. Or, quand une mère est enceinte à Auschwitz, alors là, je n'ai pas une grande expérience, mais j'ai eu l'occasion de voir quand même deux personnes. La mère est enceinte à Auschwitz, c'est-à-dire elle est dénutrie, elle est pratiquement mourante. Les enfants arrivent, c'est arrivé aussi après la famine de Saint-Pétersbourg, où à Saint-Pétersbourg, il y a eu un blocage et il faisait moins 50, donc les bateaux n'arrivaient plus. Il y a eu un blocage et il y a eu une famine avec 800 000 morts. Mais quelques survivants, dont quelques femmes enceintes, et elles ont mis au monde des bébés, bien sûr hypotrophiques. Ces bébés ont été, ce qu'on peut comprendre, ces bébés ont été suivis, ils avaient tous des troubles cognitifs, ils avaient tous un retard de développement, ils avaient tous un retard de langage, et tous ces bébés, à la puberté, sont devenus diabétiques. Or, les deux que j'ai vus, qui étaient nés, les deux que j'ai vus sont nés à Auschwitz. Ça correspond tout à fait à ce schéma de développement, ce qu'on peut facilement comprendre. Mais ça veut dire que la mère mourante, hyponutrie, dénutrissait le bébé qu'elle portait, qui est arrivé au monde. Alors j'étais invité en Roumanie à l'époque de Gheorghe Dej et ensuite à l'époque de Ceausescu, où on a vu des mouroirs. Il y a sûrement des gens qui ont eu l'occasion d'aller en Roumanie. En France, on a appelé ça des orphelinats. C'est faux. Il y avait des orphelinats roumains qui ont bien fait leur travail. Mais là, c'était des mouroirs. Il y avait presque 200 000 enfants mis en situation de carence totale. Carence alimentaire, carence sensorielle, et bien carence verbale et carence affective. Mais là, c'était au moment juste autour de la chute du mur, donc on commençait à avoir des instruments de mesure et de photographie du cerveau de ces enfants placés politiquement pour des raisons politiques en situation de privation sensorielle et affective. Tous ces enfants avaient une atrophie des deux lobes préfrontaux et du système limbique. Tous ces enfants. C'est-à-dire que l'altération était neurologique parce qu'il y avait une défaillance environnementale. On est en plein prix Nobel actuel, c'est-à-dire l'épigenèse.
C'est-à-dire que, et c'est un nouveau mode de raisonnement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que l'enfant a un retard de développement parce que son cerveau fonctionne mal, il s'agit de dire que l'enfant a un retard de développement parce que son cerveau fonctionne mal, parce que le milieu a altéré le développement du cerveau. Et cette phrase, si vous êtes d'accord, ça veut dire que on a, nous, survivants, on a un degré de liberté, on peut agir sur le milieu qui agit sur les enfants, puisqu'ils ont été isolés pour des raisons politiques. Ils ont été enfermés à Auschwitz pour des raisons de délire social. Ils ont été placés dans des mouroirs roumains pour faire des économies d'argent. Ceausescu les a placés parce qu'il faisait travailler les femmes 14 heures par jour, sans aide, sans possibilité. Donc c'est pour des raisons socio-culturelles, politiques et de monnaie que ces enfants, le cerveau de ces enfants a été abîmé. C'est-à-dire qu'on est loin du raisonnement. Si son cerveau est abîmé, c'est que génétiquement quelque chose ne va pas. Et non, son cerveau est abîmé parce que socialement quelque chose ne va pas. Et c'est épigénétiquement que son cerveau a été altéré, ce qu'on photographie sans peine aujourd'hui. Mais si on propose un substitut affectif, éducatif à ces enfants, plus, alors là je cite Nelson et Zina, s'il y a des gens qui... Il faut toujours faire attention, il y a toujours des gens qui les connaissent dans la salle. Donc ils ont fait une association qui suit ces enfants, et en remaniant, en réorganisant la première niche sensorielle autour de ces bébés, on voit que plus on intervient tôt, plus les altérations, les dysfonctions cérébrales disparaissent vite. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé à Tel Aviv avec Shaul Harel, qui est professeur de neuropédiatrie, il avait fait une population de 170 femmes enceintes, femmes israéliennes et palestiniennes, qui consultaient pour syndrome psychotraumatique qui, avant les événements récents, existait déjà beaucoup en Israël et en territoire palestinien. Plus en territoire palestinien qu'en Israël. Mais 170 femmes avaient consulté et il a fait une neuroimagerie aux 170 bébés qu'elles ont mis au monde. Tous ces bébés avaient une atrophie des deux lobes préfrontaux et du système limbique, mais là, on connaissait la cause. Là encore, c'était une cause de désorganisation sociale due aux attentats presque quotidiens qui expliquaient que ces femmes étaient palestiniennes et israéliennes, étaient constamment traumatisées. Donc, ça veut dire que le raisonnement que je vous propose, c'est vraiment un raisonnement épigénétique qui illustre très bien le pourquoi de la résilience. Si on altère les parents, si on altère le milieu, si on altère la première niche sensorielle des enfants, c'est-à-dire c'est d'abord la première écologie, c'est le ventre des femmes. Notre premier habitat écologique, ça a été l'utérus de notre mère. Si on altère... Or, quand à Toulon, on a vu avec ces femmes qui consultaient, femmes enceintes qui consultaient, Minkowski venait travailler avec nous, et il avait dosé que quand la femme enceinte est stressée de manière aiguë, il y a une décharge de substances du stress, le cortisol, les catécholamines, il y en a d'autres, mais ces deux-là sont les substances vedettes qui sont des dosages fiables qui nous permettent de savoir de quoi on parle. Or, lorsque le stress est chronique, il est insidieux, on s'en rend moins compte, il franchit la barrière du placenta, il arrive dans le liquide amniotique et on a rendu observable à Toulon que quand la mère a un petit stress, le bébé déglutit du liquide amniotique, sauf que si la mère est stressée, il déglutit un liquide amniotique avec de la cortisol et des substances du stress toxiques pour la partie postérieure de son système limbique. Alors pourquoi la partie postérieure ? Probablement parce que ces neurones-là
Alors, c'est pour les neurologues qui sont dans la salle, il faut bien que je vais les bluffer un peu, quoi. C'est la partie, c'est la zone H1 du coude postérieur du système limbique. Voilà, vous êtes priés de ne pas poser de questions là-dessus tout à l'heure. Donc alors probablement parce que les neurones sont sensibles, donc les canaux se dilatent, le sodium, le gradient sodium-potassium rentre dans la cellule, ça provoque une hyperosmolarité, la cellule explose, et quand on fait un scanner ou une neuroimagerie, il y a un trou parce que les cellules ont explosé. Mais, nous disent Nelson et Zina, si on agit sur le milieu très tôt, c'est-à-dire le milieu, c'est la femme enceinte. Si on agit très tôt sur le milieu, et je faisais les électroencéphalogrammes de ce travail, dès que la mère était sécurisée, la femme enceinte, dès que la femme enceinte était sécurisée, le bébé qu'elle portait, l'électroencéphalogramme du bébé qu'elle portait redevenait normal pour l'âge en une nuit ou deux. Donc la résilience neuronale, elle est étonnamment vive. Plus on attend, moins c'est vif. Et si on laisse, la dysfonction cérébrale devient rapidement structure cérébrale, et là, la résilience marche beaucoup moins bien. Donc on a un degré, on peut comprendre, on a un degré de liberté, puisqu'on peut agir sur le milieu, qui agit sur la femme enceinte, qui agit sur le bébé qu'elle porte. Donc on a un degré de liberté, donc politiquement, éducativement, on a un degré de responsabilité. Mais c'est éducatif, parce que souvent on me dit, mais là vous culpabilisez les femmes enceintes. Alors je dis, pourquoi une femme enceinte peut-elle être stressée? Qu'est-ce qu'il a? La précarité sociale, la violence conjugale, la guerre, le tremblement de terre. Est-ce que la femme enceinte est responsable de la guerre ou du tremblement de terre? Donc elle n'est pas responsable du milieu, mais nous, en tant que collectivité, on peut agir sur le milieu qui agit sur la femme enceinte. Alors le bébé arrive au monde dans la deuxième niche sensorielle qui est le corps de sa mère. Et dans le corps de sa mère, on voit qu'il reconnaît, en arrivant au monde, il reconnaît la brillance des yeux tout de suite. Hop, il s'oriente vers la brillance des yeux de sa mère, alors qu'il a été dans la pénombre pendant 9 mois. Les saccades oculaires, Berthoz au Collège de France a précisé que c'est bien les saccades oculaires qui ça accroche le bébé, et quand il regarde les saccades oculaires de sa mère, sa bouche se retrouve à hauteur du mamelon. Et quand la mère est disponible, le bébé tète, et on avait fait une petite manipulation avec Marcel Ruffo. Cette manipulation avait eu un succès énorme, alors qu'elle était honteusement mal faite, c'est-à-dire qu'on demandait à la mère de regarder la télé pendant que le bébé tétait. Dès qu'elle regarde, alors on avait relié la bouche du bébé avec un manomètre qui tournait. Et on enregistrait les suctions du bébé. Et dès que la mère regarde l'écran, tac, 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 dès que le bébé est désinvesti par le regard de la mère qui préfère l'écran au bébé, il cesse de téter. J'ai appris que quand un bébé mange mal, il faut chercher dans son intestin ce qui fait qu'il mange mal. Là, le bébé mange mal parce qu'il est désinvesti. Et qu'est-ce qui peut désinvestir une femme enceinte? C'est le malheur d'être enceinte, c'est la violence conjugale, c'est un accident de la vie. J'avais une patiente qui avait mis au monde un premier bébé, une petite fille, ça se passait que du bonheur, que du bonheur. Et puis elle met au monde une deuxième petite fille au moment où sa mère démarre un processus d'Alzheimer. Sauf que s'occuper... Alors voilà, ça c'est un comportement maternel que... Elle m'a entendu penser, je ne sais pas comment vous avez fait. C'est-à-dire que là, on voit que alors, c'est des raisonnements darwiniens
qui sont repris actuellement par les 2 prix Nobel sur l'épigenèse. Hein, c'est exactement le raisonnement darwinien. Alors Darwin disait on est fondus ensemble. Mais fondus ensemble, en traduction française, on est fondu, ça risque de prendre une autre signification. Il est complètement fondu. Mais ce que voulait dire Darwin, c'est qu'on ne peut pas, comme le fait la science, comme nous invite à le faire la science, la science fait des réductions pour faire des manipulations. Merci la méthode expérimentale, merci Descartes. Mais quand j'étais praticien, quelqu'un s'asseyait près de moi, ce n'était pas un objet de science. C'était une personne avec son histoire, sa famille, ses croyances. Donc c'était pas une personne, je ne pouvais pas la fragmenter. Je ne pouvais pas faire de manipulation avec cette personne. Donc l'objet du clinicien n'est pas l'objet du scientifique, ce qui ne veut pas dire qu'on exclut la science. Ça veut dire que c'est 2 savoirs différents. Alors que la clinique n'est pas assez reconnue. Alors lorsque on arrive au monde, il y a déjà des choses qui sont signifiantes. Les bases... Alors, je n'ai pas entendu votre question, mais ça ne va pas m'empêcher d'y répondre. C'est-à-dire que je vais répondre. Alors, et on va se donner rendez-vous. On va se donner rendez-vous. Alors, le bébé arrive au monde, il reconnaît les basses fréquences de la voix de sa mère, hop, un objet familier, c'est-à-dire inscrit dans sa mémoire. Il reconnaît les saccades oculaires des tocs, ça le fascine, ça l'intéresse beaucoup. Et ces saccades oculaires correspondent d'ailleurs à l'effet hypnotisant des écrans. Pourquoi est-ce que nos enfants sont tellement hypnotisés par les écrans? C'est que ça scintille, ça bouge, ça les hypnotise. Et quand on est hypnotisé, on est bien, mais on n'apprend rien. On est hypnotisé. C'est-à-dire qu'on se sent bien. Alors, le bébé arrive là, et là, c'est le corps de la mère. Or, le corps d'une mère isolée, abandonnée, n'est pas un corps sécurisant. Pour qu'une mère soit sécurisante, il faut qu'elle soit elle-même sécurisée. Et qu'est-ce qui peut sécuriser une mère Eh bien, c'est celui que de mon temps, on appelait un mari. Alors, je ne sais pas comment on dit maintenant. Alors, je suis désolé, c'est un mot désuet, on appelait ça un mari. Et la fonction du mari, c'était d'entourer sa femme et avec le bébé. Or, ça veut dire que maintenant, pour des raisons socio-culturelles, la deuxième niche sensorielle est complètement diluée. C'est-à-dire que actuellement, on a des fragments de pères, mais les Africains ont des polypères. C'est-à-dire que les Africains ont, il y a le père qui pour le jeu, le père pour le football, le père pour la musique, le père pour l'école, le grand-père, alors c'est la loi de la loi, ça. Mais donc ça veut dire que, et je dirige actuellement une thèse d'un Ivoirien, le fait d'avoir ces morceaux de père fait que l'enfant a toujours un père autour de lui. Mais le mot père en clinique africaine, ça veut dire un homme désigné par la culture. Le père, c'est pas l'amant. C'est radicalement pas l'amant. L'amant, c'est l'amant. Alors que le père, c'est celui qui est désigné par la culture pour s'intéresser à l'enfant, s'en occuper, s'y attacher. Donc c'est une vraie fonction de père, sauf que là il y a plusieurs hommes qui sont mis en équipage et Paco Mniana, c'est le doctorant, me dit ce qui fait qu'un enfant a toujours un père autour de lui, ce qui n'est pas le cas de notre culture actuellement, où on voit que d'abord le père, on a du mal à le définir. À la commission des 1000 premiers jours, on n'a pas su définir ce qui était le père. Alors, si la mère a subi la Shoah, ou si la mère met au monde le bébé au moment où elle-même se sent en insécurité totale, la dénonciation,
l'attente qu'on frappe à la porte, la disparition de nos amis ou des gens de la famille. On est en alerte constante. Quand j'étais, pendant la dernière année de la guerre, les gens qui me protégeaient me disaient « Ne sors pas, on pourrait te dénoncer ». Dénoncer? J'avais 6 ans et demi. Dénoncer pourquoi? Quel crime? Donc on est toujours en alerte et effectivement c'est un voisin qui effectivement m'a dénoncé et j'ai fait partie de la rafle du 10 janvier 1944. Donc quand la mère est en alerte, la deuxième niche sensorielle est pauvre. Elle est en alerte. Une mère insécurisée n'est pas sécurisante pour son bébé. Et donc, elle est pauvre, elle a d'autres soucis, elle n'a pas le plaisir de jouer, elle n'est pas disponible, elle est inquiète, parce que la famille, et surtout dans le cas qui nous concerne, la culture fait tout pour la mettre dans une situation très inquiétante. Donc, donc ça veut dire que les bébés qui arrivent au monde à ce moment-là ont une mère insécurisante ou absente, ou déjà déportée, ce qui est mon cas. Toute ma famille a disparu très rapidement. Donc ça veut dire que le milieu est altéré. Comment fait un enfant pour apprendre à être sécurisé s'il vit dans un milieu qui ne peut pas le sécuriser? Donc on voit que la transmission se fait par la transmission même biologique se fait par la culture, par les événements sociaux culturels sur lesquels on devrait pouvoir agir. Alors donc on arrive maintenant au stade de la parole. Je n'ai pas regardé l'heure, Alors, on arrive maintenant au stade de la parole, c'est-à-dire que le bébé commence à parler. Un bébé auquel on parle, parce que c'est amusant comme tout de jouer avec un bébé. Moi, je suis agrégé en pitrerie pour bébé. Je pense que beaucoup de pères font ça. Et donc, c'est délicieux, c'est amusant, faire le pitre avec un bébé, c'est des grands moments, quoi. Et le bébé est stimulé. Et Guylaine Dehaene, qui travaillait avec nous, nous a montré des neuroimageries. Parler autour d'un bébé, on voit son lobe temporal gauche qui passe au rouge, ça veut dire que les neurones dégradent du glucose, ça dégage de la chaleur que l'ordinateur transforme en couleur rouge. Donc c'est le lobe temporal gauche, on voit que le bébé entend. S'adresser à un bébé, c'est le regarder dans les yeux, c'est s'approcher, c'est tendre les bras. C'est plus du tout le même objet sensoriel. Et là, c'est plus le lobe temporal gauche, c'est le planum temporal gauche qui passe au rouge, ce qui veut dire que s'adresser à un bébé, c'est sculpter son lobe temporal et transformer ce qui était la zone des sons et ce qui va progressivement devenir la zone des mots. On sculpte le cerveau du bébé en jouant, en parlant avec lui, on photographie. Et ça se fait dès les premiers mois. Alors s'il y a des adorateurs de Françoise Dolto, ils reconnaissent tout de suite que c'est ce que Mamie Dolto disait. Mais Mamie Dolto, elle avait un instrument de mesure qui n'était pas scientifique, c'était un pifomètre. C'était une clinicienne, donc les cliniciennes des métiers de la petite enfance, c'est un beau métier, la petite enfance. On est toujours couché avec les bébés, on est toujours à plat ventre. C'est rare un métier où on travaille couché. Hein. On est toujours couché pour être à la hauteur des bébés. C'est un délit. Elle avait compris, parce que tous les jours, elle était à 4 pattes avec les bébés. Donc elle avait compris quelque chose qu'elle ne pouvait pas démontrer avec son pifomètre, que la neuroimagerie confirme aujourd'hui. Elle avait compris quelque chose. Alors, on peut continuer comme ça, c'est-à-dire, mais le raisonnement que je suis en train de vous proposer, c'est que c'est autour du bébé, autour de la mère, autour de la famille, c'est des raisonnements psycho-écologiques, écosystémiques. C'est autour qu'en cascade, on trouve la cause de la défaillance intime. Alors, les enfants qui sont développés dans un tel milieu
j'ai été métamorphosé à l'âge de 14 ans par la Commission centrale de l'enfance, que des gens dans la salle ont peut-être côtoyé. Et je ne savais pas, c'est la première fois de ma vie que je voyais des juifs. Et vous savez quoi? Eh bien, ils étaient normaux. C'est-à-dire, oh, ça m'a fait un effet, vous savez. Donc, ils étaient gays, on avait des copains, on se disputait comme tous les enfants, on chantait beaucoup. Et puis, il y avait Louba, que vous avez peut-être connu. Louba, Daniel, c'était après. Et Louba, Anna Wilner, formée par Korczak en Pologne. Et c'était la première fois, leur philosophie éducative, c'était la République des enfants, donner la parole aux enfants. Ça ne m'était jamais arrivé. On me faisait taire. Quand je voulais témoigner après la guerre, quand je racontais ce qui m'était arrivé, les gens éclataient de rire et me disaient « tu inventes de belles histoires ». Alors c'est vrai que mon évasion était rocambole à côté, c'était un petit bourgeois. Hein. C'est-à-dire que je me suis évadé en me cachant sous le corps d'une femme mourante, donc j'ai réussi à m'évader comme ça. Et quand je racontais ça à des adultes, ils éclataient de rire. Où vas-tu chercher tout ça? Et ensuite je racontais que ma famille avait disparu, et les gens, j'ai entendu, oh, les Juifs sont doués pour se plaindre, nous aussi on a souffert, nous aussi on n'avait pas de beurre. Les phrases qui font taire, les phrases qui provoquent le déni qui est un mécanisme psychologique qui permet de moins souffrir, mais qui empêche d'affronter le problème. On souffre moins, bon, il ne peut pas comprendre. On verra plus tard, mais plus tard, c'est toujours plus tard. Donc on souffre moins grâce au déni. Et on laisse se développer un problème, puisqu'on ne le contrôle pas, on ne l'affronte pas. Alors, dans cette commission d'enfance, on a fait avec Jo Casterstein, que vous avez peut-être connu, non? Et on avait fait une évaluation sur les styles d'attachement des anciens de ces colonies, ou de ceux qui maintenant commencent, ils vont bientôt faire leur puberté. Hein. Donc, on a trouvé parmi ces enfants un nombre anormalement élevé d'attachements ambivalents. Dans toute population, il y a 70% d'enfants qui ont un attachement sécure. Je me sens à l'aise avec maman, avec papa, j'ai un chagrin, je le dis, je ne suis pas content. Ça, c'est l'attachement sécure. C'était 20% d'attachement évitant. Les enfants, ce n'est pas une maladie, mais les enfants se confient moins, ils sont plus timides, et 15% d'attachement ambivalent. Et dans le travail qu'on a fait avec Jo Casterstein, c'était entre 60 et 70% d'enfants ambivalents. J'aime beaucoup ma mère qui de temps en temps m'angoisse. J'aime beaucoup mon père qui de temps en temps m'insécurise. Pourquoi est-ce qu'il se tait alors qu'il blague toujours et tout d'un coup il se tait? Qu'est-ce qui se passe? Ben, papa, explique-moi pourquoi. Oui, tu verras plus tard. Ben, plus tard, c'est toujours plus tard. C'est jamais maintenant. Donc, le déni, je le redis, protège et empêche d'affronter le problème. Et la France, dans les années 50, pratiquait un déni culturel stupéfiant qui fait qu'on ne pouvait même pas s'exprimer, on ne pouvait pas témoigner, on ne pouvait même pas s'exprimer, ce qu'on nous reproche aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Ben parce que vous ne m'avez pas écouté. Si vous m'aviez donné la parole, j'aurais parlé un peu plus, je demandais qu'à parler, mais vous éclatiez de rire. Ou comme Charles Maurras, qui apprend l'existence d'Auschwitz en 1943, et Charles Maurras qui se dit pro-sémite, il se dit ami des Juifs, il joue un rôle effectivement pour faire connaître Marcel Proust, et cet ami des Juifs, Charles, quand il apprend l'existence d'Auschwitz, il dit « Méfions-nous, les Juifs sont doués pour se plaindre ». C'est-à-dire que c'est une phrase qu'on entend aujourd'hui, qui réapparaît aujourd'hui. Les Juifs se plaignent toujours, il ferait mieux de s'occuper des problèmes palestiniens. Enfin, vous connaissez ça. Donc ça veut dire que c'est ces mêmes phrases que j'ai entendues à la fin des années 30 et pendant la guerre de 40, que j'ai entendu après la libération, la fin de la guerre n'a pas été la fin des problèmes.
la fin de la guerre, ça a été le début d'autres problèmes parce que la culture ne voulait pas entendre ces témoignages-là qui étaient dérangeants. C'était l'échec de l'armée française, la collaboration, plus tard la guerre d'Algérie. Tout ça, c'est dérangeant. Le déni est protecteur. Donc ça veut dire que la parole a été interdite ou en tout cas déformée. Mais pendant la guerre, alors il y a eu pendant la guerre, si vous acceptez ce genre de raisonnement, je continue un peu encore. Donc ça veut dire que j'ai des amis juifs qui ont traversé la guerre en un bonheur absolu. Puisque ce que je vous propose, c'est que c'est les milieux utérin, milieu familial, milieu proche du village qui sont la source des troubles. Je vais dire son nom parce qu'il en a fait un petit livre. Serge Erlinger est devenu un grand nom de l'hépatologie internationale. Ses parents, son père est arrêté, sa mère le confie à des paysans où il est incroyablement heureux. Pas d'école, c'est devenu un professeur de gastro renommé, pas d'école, il court la campagne. À la Libération, sa mère, seule survivante, vient le chercher, il lui donne des coups de pied parce qu'il est mieux avec la famille d'accueil qu'avec sa mère altérée, blessée par la guerre. Donc la fin de la guerre n'est pas la fin des problèmes. J'ai plein d'autres exemples comme ça, mais j'ai été invité à Nancy, c'est pour ça que tout à l'heure il y a eu des réactions qui m'intéressent. À Nancy, des survivants adolescents d'Auschwitz décident de se marier entre eux parce qu'ils disent en nous, on pourra en parler, mais dans le public, c'est pas la peine d'en parler, personne ne nous croira. Ils font une association, ils m'invitent, il y avait des photos des camps partout, il y avait des photos. J'ai entendu leurs enfants dire à leurs parents de quel droit est-ce que vous nous avez entraînés dans votre souffrance, vous auriez dû vous taire. Je travaille à la Seine, près des chantiers navals de la Seine, où les communistes après, il y a eu le pacte germano-soviétique, bon ben ça on n'en parlera pas trop, mais après le pacte, les communistes se sont engagés, ont été généreux, ils ont payé cher, ils ont mis Marcel Paul a voulu les récupérer pour se faire élire, il les a récupérés, donc ils ont manifesté avec des pyjamas, des draps, des pancartes. J'ai soigné tous leurs enfants. Parce que les enfants me disaient, papa ou maman parlaient tellement des camps et de la mort que je n'osais pas rentrer dans ma chambre. Je regardais sous le lit pour voir s'il n'y avait pas beaucoup de cadavres. Parce que le récit, alors là j'arrive au dernier chapitre de mon topo, le récit a un effet sur le cerveau. C'est-à-dire que si vous ne me croyez pas, allez au cinéma. Vous avez beau savoir que c'est du faux, c'est des acteurs, ils font comme si. Vous avez beau savoir que c'est une plaque, c'est des photos, c'est totalement artificiel. La représentation artistique est encore plus puissante que la parole échangée dans la vie quotidienne. On pleure encore plus un film, on est ému, convaincu par un roman, plus que par une démonstration scientifique. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure le travail scientifique, mais si on veut rentrer et modifier dans la culture, c'est les romanciers, c'est les artistes, c'est les chanteurs qui vont modifier la culture. Alors, j'ai soigné tous leurs enfants parce que les parents, en parlant, avaient provoqué des représentations qui étaient très angoissantes pour les enfants. Et maintenant, les dernières neuroimageries qui sont stupéfiantes. Alors là, on voit des faisceaux de quelques dizaines de neurones. Le sentier, quelques dizaines de neurones, hop, on voit le sentier qui se fait sous l'effet des relations humaines. Les relations humaines frayent, circuitent le cerveau et maintenant on le photographie. C'est vraiment ce prix Nobel, les dernières images sont vraiment impressionnantes. Eh bien, on voit maintenant comment le récit qu'on fait, c'est-à-dire le bavardage qu'on se fait entre nous, la manière dont on parle de la Shoah,
Alors, moi, je pense qu'il faut parler de la Shoah, mais pas comme je l'entends souvent. On parle de la Shoah en ne racontant que des horreurs. Je crois qu'il faut parler de la Shoah en cherchant à comprendre pourquoi des êtres humains, pas plus bêtes que moi, ont été capables de faire cet immense crime sans aucune culpabilité. Et il faut chercher à comprendre pourquoi, après cet immense crime, on peut se remettre à vivre en transmettant que le moins d'altération possible, et au contraire, comme je l'ai entendu ce matin, grand-père, oh grand-père, c'est un héros où il a subi la Shoah, et il a pris un métier, c'est ce que me disent mes petits-enfants, ils m'appellent Psychozoro. C'est-à-dire que... donc ça veut dire qu'on peut agir, mais il faut agir, mais pas ruminer. La rumination, c'est le tapis roulant vers la dépression. Il faut comprendre. Et ça, c'est pas très bien compris parce que quand j'ai commencé à témoigner, les journalistes ne me posaient de questions que sur l'horreur. Et je me rappelle une fois, je crois que c'était à France Inter, une journaliste plutôt sympa me pose des questions. C'était est-ce que vous avez été violé souvent? Ben non, je n'ai pas été violé. Je suis désolé, mais je n'ai pas été violé. Donc, elle ne me posait que des questions pendant toute l'émission, que sur des horreurs. Est-ce qu'on vous a battu? Oui. Est-ce que vous avez eu faim? Oui. Violé, je suis désolé. Donc, et à la fin, elle raccroche le micro et elle me dit, dites donc, la résilience, c'est pas yop la boum. Hein. Alors je dis, c'est pas yop la boum, parce que vous m'avez posé que des questions d'horreur. Mais dites-moi, comment se fait-il qu'un peuple cultivé comme l'Allemagne a été capable de faire des crimes incroyables en faisant la fête? J'entendais ce matin parler du massacre de Babi-Yar. Au début, les Allemands vomissaient parce que c'était impressionnant. Germaine Tillion raconte qu'à Ravensbrück, 4 jours après, les femmes SS torturaient en rigolant. En 4 jours, la métamorphose avait été dans le pire, vers le pire. Comment? Alors ça, c'est intéressant. Et là, je pense que, assez curieusement, l'épigenèse peut expliquer pourquoi des hommes, des femmes, pratiquement en même nombre, ce qu'on appelait les femmes SS, en même temps, sont capables de massacrer, de torturer, en faisant la fête, comme ça s'est passé à Auschwitz, où tous les dimanches, ils faisaient la fête, et comme ça s'est passé dans La zone d'intérêt, qui est un film passionnant et terrifiant, où on voit que les enfants du Rudolf Höss, qui écrit « J'ai passé à Auschwitz les plus belles années de ma vie », c'est écrit, comment sa femme, qui a un grand talent de décoration, elle décore la maison, elle fait des jardins, elle invite des gens élégants, les enfants jouent aux déportés. C'est très... Pourquoi est-ce que les enfants de Rudolf Höss jouaient aux déportés? Parce que ça les inquiétait et que le fait de jouer leur permettait d'apprivoiser l'angoisse. Ils entendaient des sons étouffés, ils sentaient les odeurs, ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose d'inquiétant, mais ils évitaient d'en prendre conscience. Donc voilà, on peut... Alors ensuite, je vais terminer là-dessus. C'est-à-dire que là, les œuvres d'art sont vitales pour nous, pour dire de manière humaine ce qu'on peut dire de manière scientifique, mais qui n'aura pas le même impact culturel. Georges Perec, sa mère portait le même nom que ma mère, Smolevitch. Georges Perec a été dans un home à Villard-de-Lans. J'ai découvert il y a 2-3 ans que j'étais dans un home voisin. Et Georges Perec écrit un livre curieux qui a le prix Renaudot, La disparition. Et dans ce livre, j'ai mis longtemps à comprendre que ce qui avait disparu, c'était la voyelle E. Et ce n'est que dans le livre d'après que Georges Perec dit « Oui, j'ai fait disparaître la voyelle E parce que la voyelle E représentait eux, mes parents disparus. » C'est-à-dire qu'il avait pu le dire quand même, mais il ne pouvait le dire que sous forme d'œuvre d'art. Mais il a pu le dire. Alors que si on lui avait posé des questions administratives, quel âge tu avais quand tes parents ont disparu, quel effet ça t'a fait, il aurait eu des réponses stéréotypées.
il n'aurait pas eu cette réponse vivante. Donc là, le fait de faire des démarches, des dossiers administratifs stéréotype les réponses, et on a l'impression qu'aujourd'hui, je vais fâcher les gens dans la salle, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui parlent de la Shoah de manière stéréotypée. C'est les mêmes images qui viennent, alors que si on fait un film, une réflexion philosophique, un engagement, comment c'est possible que des peuples cultivés puissent commettre des crimes pareils et rentrer chez eux en faisant la fête et en dormant bien? La neuroimagerie peut répondre à ce que je viens de dire. Donc, et surtout, notre travail depuis 40 ans sur la résilience que j'ai vu citer ce matin, qu'est-ce qu'il faut faire pour se remettre à vivre le moins mal possible avec ça dans la tête? Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci d'avoir écouté. Juste un mot que j'ai apporté ici, dans le Nouvel Obs il y a une semaine ou deux, un document très joli, Nouvel Obs, un document très joli sur des femmes palestiniennes qui font des tatreises, c'est-à-dire qui font des brodages extrêmement beaux qu'elles vendent pour être un peu moins malheureuses. Et le journaliste du Nouvel Obs écrit le tatrez pratiqué par les Palestiniennes redevient un acte de résistance depuis le 7 octobre. Les Palestiniens sont en résistance depuis le 7 octobre parce que les méchants israéliens les ont attaqués le 7 octobre. Nouvel Obs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Merci beaucoup, professeur Cyrulnik.